Marcus Daniels serra son billet d'embarquement dans sa main alors que l'hôtesse de l'air, Heather Stevens, se tenait au-dessus de lui, la voix tranchante comme une lame. « Monsieur, nous avons besoin de ce siège pour un autre passager. » La cabine de première classe se figea dans un silence glacé. Tous les regards convergèrent vers Marcus. PDG de Pinnacle Investment, il venait pourtant de conclure un contrat colossal de 120 millions de dollars avec SkyWest Airlines. La même compagnie qui exigeait désormais qu'il abandonne sa place pour aller s'asseoir en classe économique. À quelques mètres de là, 2 agents de sécurité s'approchaient déjà, la main posée près de leur taser, prêts à intervenir. À cet instant, le téléphone de Marcus vibra. Une notification s'afficha sur l'écran. Le premier virement de 25 millions venait d'être validé. Avec un calme glacial, il appuya sur l'écran et annula la transaction. Avant de plonger dans cette histoire choquante de discrimination raciale et de lutte pour le pouvoir corporatif, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Et si vous croyez en la justice, si vous pensez qu'il est temps de tenir les grandes entreprises responsables de leurs actes, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires vraies de courage face aux préjugés. Marcus Daniels ajusta sa cravate Armani sur mesure en s'installant confortablement dans le siège 2A du vol 1876 de SkyWest Airlines. À 42 ans, ce diplômé de la prestigieuse Harvard Business School avait accompli l'impossible. Né dans les quartiers défavorisés du South Side de Chicago, il était devenu l'un des rares PDG noirs du secteur financier américain. Son entreprise, Pinnacle Investment, gérait des milliards d'actifs. Mais aujourd'hui, c'était le rendez-vous le plus important de sa carrière. Depuis des mois, il avait étudié chaque détail des finances de SkyWest, identifié leurs failles, et préparé une offre d'investissement de 120 millions de dollars destinée à révolutionner leur flotte vieillissante. Ce billet en première classe, il l'avait réservé des semaines à l'avance, afin de profiter du vol de 3 heures pour peaufiner sa présentation avant d'atterrir au siège de la compagnie. Assis avec son élégance habituelle, Marcus sortit sa tablette et fit défiler une dernière fois ses diapositives méticuleusement préparées. Chaque graphique, chaque chiffre racontait l'avenir radieux que SkyWest pourrait connaître grâce à Pinnacle. Il avait répété son discours des dizaines de fois, anticipé chaque question, chaque objection. C'est alors qu'Heather Stevens s'approcha pour la première fois. « Carte d'embarquement, monsieur ?» demanda-t-elle, son sourire manquant de sincérité. Marcus la lui tendit calmement. « Bonjour. » Elle l'examina longuement, bien plus que nécessaire. « Et votre nom est ?» Marcus Daniels, répondit-il, professionnel. Mais il nota du coin de l'œil que l'homme blanc assis de l'autre côté de l'allée n'avait pas été soumis au même contrôle. « Et vous êtes sûr que c'est votre siège ?» insista-t-elle d'un ton sceptique. « Absolument certain. » Marcus sortit son téléphone et montra sa confirmation numérique. Heather força un sourire crispé. « Très bien, monsieur, » dit-elle avant de passer à un autre passager, sans lui proposer le verre d'accueil qu'elle avait pourtant servi aux autres clients de première classe. Dans le Galeis, un échange discret avait lieu. Bradley Wellington, vice-président des opérations de SkyWest, avait embarqué plus tôt que les passagers. Il avait pris Heather à part et lui avait glissé. « Nous attendons un VIP un peu plus tard. Il lui faudra une place en première classe. » Puis, d'un signe subtil de la tête, il désigna Marcus. Bradley Wellington, héritier d'une famille enracinée depuis des générations dans l'aviation, représentait l'arrogance des vieilles élites. L'idée qu'un cabinet d'investissement dirigé par un noir devienne actionnaire de son entreprise lui était insupportable. Il avait tenté de bloquer la réunion, mais la situation financière désespérée de SkyWest avait forcé la direction à accepter l'offre de Marcus. Un second agent de bord vint vérifier à nouveau le billet de Marcus, prétextant une confusion dans le système. Marcus, habitué à ces humiliations déguisées, resta calme, même s'il savait que cette mise en scène avait un but précis, le pousser à céder sa place. Et pendant ce temps, dans le terminal, Richard Whitley, un habitué arrogant de la première classe, fulminait contre l'agent de comptoir. « Comment ça, vous m'avez mis en économie? Je ne prends jamais la classe éco, jamais. » Le personnel lui répondit poliment, mais Richard s'emporta. « Appelez Bradley immédiatement. » Marcus observa tout cela en silence. Ce n'était pas nouveau. Depuis son enfance dans les rues de Chicago, sa mère l'avait averti. « Ils essaieront toujours de t'effacer. Ne les laisse jamais y parvenir. » Et il ne comptait pas commencer aujourd'hui. Marcus observait le remue-ménage tout en révisant sa présentation,
notant comment l'équipage s'empressait de satisfaire le passager en retard. Il avait déjà vu ce genre de comportement des dizaines de fois, de l'arrogance déguisée en importance. Bradley sortit du Galeis, posa une main amicale sur l'épaule de Richard et déclara. « Simple malentendu, Rich. On va arranger ça. » Puis, lançant un regard appuyé vers Marcus, il murmura quelques mots à Heather. Avec une précision étudiée, Heather s'avança vers Marcus, son sourire strictement professionnel mais glacial. « Monsieur, nous avons un problème avec un passager VIP qui a besoin de ce siège en particulier. Nous pouvons vous replacer en classe économique et vous offrir un bon pour un futur voyage. »« J'ai réservé ce siège il y a des semaines, » répondit Marcus d'une voix égale. « Et j'ai besoin de travailler pendant ce vol. » Le sourire de Heather se crispa. « Je comprends, mais nous sollicitons votre coopération. » Marcus désigna d'un geste un siège inoccupé. « Puis-je demander pourquoi ce siège précis est nécessaire alors qu'il reste des places en première classe ? Regardez 3C. » Richard Whitley s'avança, sa voix dégoulinante de mépris. « Parce que certains d'entre nous ont réellement leur place en première classe. » L'implication était claire. La cabine entière se figea. Plusieurs passagers se tortillèrent sur leur siège, gênés, mais aucun n'osa intervenir. « Ma place est exactement celle indiquée sur mon billet, » répondit Marcus, sa voix parfaitement mesurée malgré l'affront public. Le superviseur de bord apparut alors à côté de Heather. « Y a-t-il un problème ici ?» Avant que Marcus ne puisse parler, Richard intervint. « Oui, j'ai besoin de mon siège habituel, et ce monsieur se montre difficile. »« Je vois, » dit le superviseur, jetant à peine un coup d'œil au billet de Marcus. « Monsieur, nous vous demandons de bien vouloir vous déplacer pour accommoder notre passager prioritaire. » Passager prioritaire. Marcus arqua un sourcil. J'ignorais que les compagnies aériennes classaient encore les passagers autrement que par leurs billets. Bradley s'avança. Monsieur, nous pouvons rendre les choses simples ou compliquées. À vous de choisir. Marcus reconnut immédiatement la menace sous-jacente. J'aimerais parler au commandant de bord. Le commandant prépare le décollage, répondit sèchement le superviseur. C'est désormais une affaire de sécurité. De sécurité. De sécurité. Marcus garda sa voix calme. En quoi le fait que je sois assis à la place que j'ai payée constitue-t-il un problème de sécurité? Comme par hasard, deux agents de sécurité apparurent à l'avant de la cabine. Leurs mains reposaient nonchalamment près de leur taser, détail que Marcus ne manqua pas de remarquer. Dernier avertissement, monsieur, dit Bradley avec une satisfaction à peine dissimulée. Soit vous bougez de vous-même, soit nous vous faisons sortir. Marcus pesa ses options. S'il restait, il risquait d'être expulsé de force, peut-être même arrêté sous de fausses accusations des « entraves à l'équipage », un crime fédéral qui pourrait compromettre tout l'accord avec SkyWest. Ou bien, il pouvait encaisser cette injustice et choisir un autre champ de bataille. Avec des décennies d'expérience à naviguer dans ce genre de moments, Marcus fit son choix. « Je vais me déplacer, mais sous protestation, » dit-il en ramassant sa mallette. « Et j'aurai besoin de vos noms et numéros d'identification. »« Soyez déjà reconnaissant qu'on vous laisse voler, » lança Richard, s'installant avec délectation dans le siège contesté. Alors que Marcus se levait, il remarqua plusieurs passagers sortir leur téléphone pour filmer la scène. L'humiliation était enregistrée en temps réel. Un agent de sécurité s'approcha, sa main toujours proche de son arme. « Avançons, monsieur. » Avec la dignité intacte mais l'orgueil blessé, Marcus traversa la cabine de première classe pour rejoindre l'économie. Son regard croisa celui de Bradley. Dans ses yeux, Marcus distingua autre chose que du mépris, de la peur. La peur de voir l'ordre établi s'effriter. La peur de la diversité dans des espaces longtemps réservés aux Bradley de ce monde. Suit ensuite tout le passage où Marcus est relégué en classe éco, humilié mais stratégiquement silencieux, observant, documentant, jusqu'à l'explosion médiatique avec les vidéos virales et enfin son arrivée au siège de SkyWest, où il se retrouve face à Bradley et au PDG Kingston. Marcus Daniels, Bradley s'avança. Quelle situation inattendue. Nous avons reçu des informations sur un incident lors de votre vol, mais jamais nous n'aurions imaginé. Aucun incident du tout, répondit Marcus avec calme. Simplement une réaffectation de siège intéressante.
Je suis sûr que les millions de personnes qui ont vu la vidéo en ligne seraient fascinées par votre version des faits. La tête de Kingston se tourna brusquement vers Bradley, l'alarme visible. Vidéo? Quelle vidéo? Marcus sortit son téléphone et montra le hashtag en tendance, avec le compteur de vues approchant désormais les 5 millions. Le teint de Kingston vira au gris. Peut-être devrions-nous poursuivre notre réunion, proposa Kingston, inquiet. Nous avons une salle de conférence prête. Au 38e étage, la suite exécutive offrait une vue panoramique sur la ville. Kingston conduisit Marcus jusqu'à une salle de conseil luxueuse où toute l'équipe dirigeante l'attendait, accompagnée de leur avocat. Des regards nerveux s'échangeaient autour de la table tandis que Marcus prenait place. Avant de commencer, dit Kingston, je tiens à m'excuser personnellement pour ce qu'il s'est passé durant votre vol. Il semble qu'il y ait eu une grave défaillance dans nos protocoles de service client. Un malentendu terrible, intervint Bradley avec aisance. L'hôtesse a mal interprété les procédures standards pour accueillir des passagers ayant des besoins particuliers. Des besoins particuliers? Répéta Marcus en arquant un sourcil. Le passager qui a pris mon siège semblait parfaitement valide. En fait, il était particulièrement agile lorsqu'il a attrapé le champagne que vous lui avez servi, Monsieur Wellington. La façade confiante de Bradley se fissura légèrement. Vous avez mal compris. Richard Whitley est un membre platine de longue date souffrant de claustrophobie. Nous faisions simplement de la discrimination raciale, compléta Marcus calmement. Mais ce n'est pas la raison de ma présence ici aujourd'hui. Kingston saisit l'occasion pour rediriger la discussion. Exactement. Nous sommes ici pour finaliser notre partenariat. Votre équipe chez Pinacle a élaboré une proposition impressionnante et nous sommes impatients d'avancer avec l'injection de capital de 120 millions de dollars. La réunion se poursuivit avec une présentation du directeur financier de SkyWest, détaillant comment l'investissement de Marcus moderniserait leur flotte vieillissante, développerait leurs liaisons et stabiliserait leurs finances fragiles. Marcus resta impliqué et professionnel, posant des questions incisives démontrant sa parfaite maîtrise du secteur. À la fin de la réunion, les signatures numériques furent apposées sur l'accord préliminaire. Marcus fournirait immédiatement 25 millions, le reste 95 millions suivant après finalisation des termes. Kingston rayonnait en serrant la main de Marcus. C'est un tournant pour SkyWest. Nous sommes ravis d'accueillir Pinacle comme notre nouveau partenaire. Marcus sourit. Avant de partir, il y a quelque chose que je dois préciser. Le silence tomba sur la salle. Le passager que vous avez expulsé de la première classe ce matin pour accommoder Monsieur Whitley, c'était moi. Le sourire de Kingston s'effondra. L'avocat de l'entreprise tressaillit visiblement. Plusieurs dirigeants échangèrent des regards alarmés. J'étais assis en 2A. Un siège réservé des semaines à l'avance, reprit Marcus. J'ai été forcé de céder ma place à Richard Whitley, apparemment sur les instructions de Monsieur Wellington. Tous les regards se tournèrent vers Bradley, qui peinait à garder contenance. C'est une déformation grossière. L'hôtesse a pris cette décision seule, en se basant. En se basant sur quoi exactement? Coupa Marcus calmement. Mon apparence? Parce que les hôtesses ont clairement dit avoir reçu vos instructions précises. Le visage de Bradley vira au vert. C'est totalement faux. Il s'agit manifestement d'une tentative pour exploiter un petit problème de service client à des fins financières. Marcus se tourna vers Kingston. La vidéo a été vue 8 millions de fois. L'action de votre compagnie a déjà chuté de 4% depuis l'ouverture des marchés. Considérez-vous toujours cela comme mineur? Kingston lança un regard noir à Bradley avant de répondre à Marcus. Monsieur Daniels, je vous assure que cet incident ne reflète pas les valeurs de SkyWest. Nous mènerons une enquête approfondie. Je suis heureux de l'entendre, répondit Marcus en se levant. Parce qu'avant que les 95 millions restants ne changent de main, j'aurai besoin de preuves concrètes que SkyWest prend la discrimination au sérieux. Alors que Marcus se dirigeait vers la sortie, Bradley lança derrière lui. C'est non professionnel. Vous mélangez vos griefs personnels avec les affaires. Marcus s'arrêta à la porte. Monsieur Wellington, quand vous m'avez fait expulser de mon siège ce matin, vous ne voyez pas un PDG ni un investisseur. Vous ne voyez que la couleur de ma peau, et vous avez décidé que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas personnel. C'était structurel.
Et traiter les problèmes structurels, c'est précisément mon affaire. Sur ces mots, Marcus quitta la salle, laissant derrière lui un conseil d'administration stupéfait. Dans l'ascenseur, une notification confirma le virement des 25 millions. Pour l'instant, il le laisserait passer. Le véritable levier restait à venir. Sa boîte mail émit une notification, un message confidentiel de Kingston. Marcus, j'ai examiné vos exigences. Marcus, j'ai examiné vos exigences. La formation contre les biais et les révisions des pratiques de recrutement sont raisonnables. En revanche, écarter Bradley Wellington est tout simplement impossible. Il est dans l'entreprise depuis 30 ans et bénéficie d'un soutien considérable du conseil d'administration. Pouvons-nous discuter d'alternatives? Marcus ne prit même pas la peine de répondre. Les conditions n'étaient pas négociables. Pendant ce temps, Bradley Wellington organisait sa contre-offensive. Dans son bureau d'angle au 36 étages, il réunit en urgence les membres du conseil d'administration les plus influents ainsi que ses alliés dans l'industrie. C'est une attaque calculée, affirma Bradley en arpentant la pièce. Daniels avait prévu cela depuis le début. Réserver un siège en première classe, provoquer un incident, puis s'en servir pour extorquer des concessions. Les membres du conseil échangèrent des regards sceptiques. Sandra Reeves, la doyenne d'entre eux, prit la parole la première. « La vidéo est accablante, Brad. Il n'a rien provoqué. On voit clairement ton ami Richard Whitley exiger le siège. » « La vidéo ne montre qu'une fraction de ce qui s'est passé, » rétorqua Bradley. « Daniels a été perturbateur avant le début du tournage. Demandez à l'équipage. » « Et ils confirmeront cette version sous serment, » insista Sandra. Bradley esquiva la question et passa à ses éléments de langage préparés. « Voilà ce qui m'inquiète. Pinnacle Investment a l'habitude de cibler des entreprises de transport, de créer une controverse, puis de les racheter à prix cassé. Ils l'ont fait avec Midwest Railroad l'an dernier. » Cela capta l'attention du conseil. Bradley projeta des diapositives sur l'historique des acquisitions de Pinnacle, soigneusement sélectionnées pour suggérer un schéma prédateur. Marcus Daniels n'est pas une victime innocente, poursuivit Bradley. C'est un requin financier qui exploite les tensions raciales pour nous affaiblir. Son objectif final n'est pas d'investir, mais de prendre le contrôle de SkyWest. L'après-midi même, le récit de Bradley commença à s'infiltrer dans la presse financière. Un analyste de Bloomberg s'interrogea sur les tactiques opportunistes de Pinnacle. Le Wall Street Journal publia un portrait de Marcus, mettant en avant sa stratégie d'acquisition agressive. Bradley n'en resta pas là. Il contacta Richard Whitley, administrateur dans plusieurs entreprises où Pinnacle cherchait à investir. « Passe quelques coups de fil », ordonna Bradley. « Fais savoir que Daniels est instable, émotionnel, qu'il joue la carte raciale pour masquer ses faiblesses financières. » Richard accepta volontiers. En quelques heures, des rumeurs se répandirent dans les clubs privés et salles à manger réservées aux élites. Pinnacle aurait des problèmes de liquidité et la réaction émotive de Marcus trahirait une instabilité inquiétante. 3 clients potentiels reportèrent soudain leur rendez-vous avec Pinnacle. Une grande banque plaça leur accord de prêt en attente pour réexamen. Marcus observa ces développements avec un calme calculé. Il avait anticipé la contre-attaque de Bradley. C'était le manuel classique utilisé contre les minorités qui osaient défier les structures de pouvoir. Son équipe lui rapportait chaque rumeur, chaque réunion annulée, chaque glissement subtil dans la perception du monde financier. Marcus écoutait sans surprise. « Ils disent que Pinnacle est surendetté », rapporta Esha lors du briefing du soir. « 2 fonds spéculatifs ont réduit leur position dans nos fonds gérés. On reconnaît bien les empreintes de Bradley, ajouta James. Il active son réseau méthodiquement. Marcus acquiesça. Exactement comme prévu. Quelle est notre position financière? Solide, confirma Esha. Nous avons une liquidité de secours prévue pour ce type de scénario et pour la situation avec SkyWest. Kingston est désespéré. Sans ton investissement, leurs prévisions du T2 s'effondrent. Marcus ouvrit son ordinateur portable et consulta un dossier sécurisé intitulé Wellington Phil. Ces enquêteurs avaient été occupés à compiler l'historique de Bradley en matière de comportement discriminatoire. 5 incidents distincts d'exécutifs noirs écartés, rétrogradés ou poussés vers la sortie. 2 vice-présidentes parties après des interactions avec lui.
Plusieurs plaintes étouffées par des règlements confidentiels. Mais la preuve la plus accablante venait d'arriver cet après-midi. Des images de vidéosurveillance de la porte d'embarquement montrant Bradley ordonnant explicitement au personnel de retirer Marcus de son siège. Alors que Marcus examinait ses documents, sa ligne sécurisée sonna. Un numéro inconnu. Monsieur Daniels? Je suis Heather Stevens, l'hôtesse de l'air du vol d'hier. Marcus se redressa. Mademoiselle Stevens, j'apprécie votre appel. Ce qu'ils ont fait était mal, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Monsieur Wellington nous a ordonné de vous retirer spécifiquement. Il a dit de créer un incident si nécessaire, mais de vous sortir de la première classe avant le décollage. Accepteriez-vous de fournir une déclaration confirmant cela? Demanda Marcus. Un silence. Je pourrais perdre mon emploi. Je comprends le risque, reconnut Marcus. Mais il s'agit de quelque chose de plus grand qu'un simple incident ou qu'une seule entreprise. Heather hésita. Puis-je réfléchir? Il nous surveille de près en ce moment. Bien sûr. Mon équipe juridique peut vous protéger si vous décidez de témoigner. Après l'appel, Marcus reçut une alerte urgente de son équipe de sécurité. Niveau de menace élevé. Tentative de doxing détectée. Insultes raciales et menaces sur des forums extrémistes. Recommandons protocole de sécurité renforcé. La contre-offensive de Bradley dépassait désormais les cercles financiers. Des groupes haineux s'étaient emparés de l'histoire, présentant Marcus comme une menace pour les valeurs traditionnelles américaines. Des menaces de mort parvinrent au siège de Pinnacle. L'adresse personnelle de Marcus fut publiée en ligne. Sa mère âgée reçut des appels d'insultes. Ce soir-là, Bradley sembla prendre l'avantage. Un blog financier publia de fausses photos montrant prétendument Marcus agressif dans l'avion. Bien que rapidement démenties, elles circulèrent largement sur certaines plateformes. Parallèlement, Bradley accéda illégalement à des données confidentielles de Pinnacle grâce à une opération d'espionnage corporatif sophistiquée, identifiant les relations clients les plus vulnérables à cibler. La nouvelle la plus alarmante arriva peu avant minuit. Violation de sécurité détectée. Wellington a accédé aux fichiers privés de Pinnacle via un sous-traitant. Informations sensibles de clients compromises. Bradley avait franchi la ligne rouge. Un geste désespéré, signe qu'il perdait le contrôle. Marcus convoqua une réunion d'urgence avec son équipe exécutive. Bradley devient imprudent. Il enfreint désormais la loi. Doit-on prévenir les autorités fédérales? Demanda James. Pas encore, répondit Marcus. Rassemblons d'abord des preuves irréfutables. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait enfin à dormir, CNN diffusa une alerte. Le PDG de SkyWest soutient son vice-président Bradley Wellington et remet en question les motivations derrière la vidéo virale. Kingston avait choisi son camp. La machine corporative se refermait. Ce qui semblait au départ un cas clair de discrimination filmée était désormais méthodiquement requalifié en attaque calculée par Marcus. Le manuel était connu, discréditer la victime. Mettre en doute ses intentions. Protéger le système. Marcus éteignit la télévision. Étrangement calme. Il avait prévu cette phase. Celle où les structures de pouvoir révèlent leurs réflexes d'autoprotection. « À toi de jouer, Bradley », murmura-t-il dans la pénombre. « Continue à creuser ta propre tombe. » À l'aube, Marcus travaillait déjà, installé dans une salle de conférence sécurisée d'un autre hôtel, où il s'était déplacé durant la nuit pour des raisons de sécurité. La pièce servait désormais de centre de commandement pour l'opération Accountability, le nom de code interne donné à la riposte contre SkyWest. « Bonjour à tous », salua Marcus tandis que ses spécialistes se connectaient par visioconférence cryptée. « Mise à jour, je vous prie. » Maya Chen, responsable de la nouvelle unité d'investigation de Pinnacle, prit la parole. « Nous avons identifié 17 anciens employés de SkyWest ayant subi des discriminations sous la direction de Bradley Wellington. 7 sont prêts à témoigner publiquement. » « Excellent, » acquiesça Marcus. « James, la position légale. » James Chen, visiblement fatigué après une nuit blanche, redressa sa cravate. « Nous avons documenté 46 violations réglementaires chez SkyWest sur les 3 dernières années, toutes sous la supervision de Bradley. Nous avons préparé un dossier pour la FAA si nécessaire. »
Marcus se tourna vers son expert en cybersécurité. Raoul, où en sommes-nous sur la fuite de données? Confirmé. Wellington a utilisé Clearview Security pour accéder à nos systèmes, expliqua Raoul. Ils ont ciblé les fichiers clients. Nous avons tout sécurisé et installé des pièges numériques, de fausses données qu'ils croiront précieuses, mais qui nous permettront de tracer leurs activités. Parfait, valida Marcus. Puis Esha, sa COO depuis le siège de New York. Nos finances tiennent bon. La campagne de dénigrement de Wellington nous a coûté 3 clients, mais nous en avons conservé 18 grâce à une communication directe. Notre liquidité reste solide. Au cours de la réunion, Marcus reçut un texto d'un numéro inconnu. Besoin de parler. Pas sûr au téléphone. Café en face de l'hôtel. 30 minutes. Heather Stevens. Après la réunion, Marcus alerta son équipe de sécurité. Vérifiez l'endroit. Rencontre avec une possible informatrice. 20 minutes plus tard, entouré discrètement de ses gardes, Marcus s'installa dans un café, dos au mur, avec vue dégagée sur toutes les entrées. Heather arriva, visiblement épuisée, jetant sans cesse des regards autour d'elle. Elle s'assit face à lui sans rien commander. « Je ne peux pas rester longtemps », commença-t-elle à voix basse. « Il nous surveille. Les membres d'équipage susceptibles de vous soutenir sont envoyés sur des vols internationaux, en pratique réduits au silence. »« Merci de prendre ce risque, » répondit Marcus sincèrement. Heather posa une clé USB sur la table. « Tout est là. Enregistrement des instructions de Bradley avant votre vol. Documentation d'autres incidents. Emails internes sur la reclassification des passagers selon leur apparence. » Sa main tremblait. « Il y a un schéma. Ce n'est pas que vous. C'est incroyablement courageux, Heather. Ils essaient d'acheter mon silence, avoua-t-elle. Bradley m'a proposé une promotion sur les vols internationaux de première classe si je signe une déclaration disant que vous étiez perturbateur. Et si je refuse, je serai licencié lors de la prochaine vague de suppression. » Elle consulta sa montre nerveusement. « Je dois y aller. Mon superviseur croit que je suis chez le médecin. » En se levant, elle ajouta. « Vérifiez l'enregistrement du 15 mars. » Un autre dirigeant noir. Même situation. Bradley a appelé sa site réclamation dans son email. Avec la clé USB en sécurité, Marcus retourna au centre de commandement. Les preuves apportées par Heather s'avérèrent inestimables. Une documentation détaillée de nombreux incidents discriminatoires, tous portant la signature numérique de Bradley Wellington. La plus accablante, un enregistrement où Bradley ordonnait à Heather avant le vol de Marcus. « Je me fiche de ce que dit son billet. Trouve une raison pour le déplacer. Richard Whitley a besoin de ce siège et il ne veut pas s'asseoir à côté de « Enfin, tu sais. Fais-le. » L'équipe de Marcus recoupa méthodiquement les preuves de Heather avec les plaintes qu'elle avait déjà collectées. Un schéma clair apparut. Au moins 9 cas où des passagers non blancs, pourtant détenteurs de billets en première classe, avaient été déplacés quand certains VIP l'exigeaient. En milieu d'après-midi, Marcus reçut une alerte préoccupante de son équipe de sécurité. Sujet Wellington a de nouveau contacté Clearview Security. Surveillance indique possible ciblage de Steven Heather. Marcus dépêcha immédiatement une protection pour Heather et l'avertit du danger. Quelques heures plus tard, sa prudence se confirma lorsqu'Heather appela, bouleversée. « Quelqu'un a cambriolé mon appartement, » dit-elle. « Rien n'a été volé, mais mes dossiers personnels ont été fouillés et mon ordinateur de travail a disparu. » L'agent Johnson, désormais suspendu, se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et les journaux locaux relayèrent l'affaire sans relâche. On ne parlait plus seulement d'une bavure policière, mais d'une profonde remise en question de l'injustice systémique qui gangrenait les forces de l'ordre. Christine, malgré ses blessures physiques et psychologiques, trouva la force de se lever et de témoigner publiquement. Devant les caméras, sa voix tremblante mais déterminée résonna dans tout le pays. « Je ne suis pas seulement une femme noire blessée par un agent du FBI. Je suis l'épouse d'un homme respecté, une citoyenne, une mère, et je refuse que mon histoire soit réduite au silence. Si cela m'est arrivé, cela peut arriver à n'importe qui. » Son mari, entouré de ses avocats et soutenu par de puissants alliés, porta l'affaire devant les tribunaux fédéraux. Pour la première fois depuis longtemps,
un haut agent des services fédéraux fut jugé pour abus de pouvoir et violences discriminatoires. La salle d'audience fut bondée le jour du verdict. Le silence était lourd, presque insupportable. Lorsque le juge prononça les mots « coupable d'agression et d'abus d'autorité », un tonnerre d'applaudissements éclata. Christine, les larmes aux yeux, serra la main de son mari. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un signal fort envoyé à toute une nation. Personne n'est au-dessus des lois, pas même ceux censés les faire respecter. Dans les semaines qui suivirent, Christine transforma sa douleur en une mission. Avec le soutien de son mari et de nombreuses associations, elle lança une fondation pour défendre les victimes de violences policières. Son combat devint un symbole de résilience, d'espoir et de justice. Et lorsque, 1 an plus tard, elle monta sur scène pour recevoir un prix honorifique pour son courage, la salle entière se leva pour l'applaudir. Christine avait été humiliée, brisée et blessée, mais elle avait choisi de se relever, d'affronter le système et de devenir la voix de ceux qu'on tente trop souvent de réduire au silence. Ce jour-là, le monde comprit qu'une femme debout, guidée par la vérité et la dignité, pouvait renverser des montagnes d'injustice.